Il y a beaucoup de gens qui affirment que l'argent est la source de tous les maux, pointant du doigt les actes de violence et de cruauté commis par l'humanité par pure cupidité. Ils évoquent ces moments où l'avidité pousse certains à trahir leurs principes moraux dans l'espoir d'acquérir davantage de richesses. Cependant, d'autres soutiennent qu'il ne s'agit pas de l'argent en soi, mais de son absence qui serait la cause des crimes. La peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, payer ses factures ou nourrir sa famille pousse parfois les gens à abandonner leurs valeurs pour survivre. Ce débat nous rappelle que la relation entre l'homme et l'argent est complexe. Il est évident que le comportement immoral n'est pas exclusif aux riches. Les exemples de personnes modestes, généreuses et solidaires abondent, tandis que la cupidité ne fait que révéler une facette de la nature humaine, indépendamment de la fortune. Pourtant, une autre question se pose. L'argent peut-il réellement acheter le bonheur? Nombreux sont ceux qui affirment que le bonheur est une quête intérieure, nourrie par des valeurs comme l'amour, l'amitié, la paix intérieure et le sens de la vie, des choses que l'argent ne saurait jamais acquérir. D'un autre côté, certains soulignent que l'argent, lorsqu'il est bien utilisé, permet de profiter d'expériences enrichissantes, voyager à travers le monde, assister à des festivals ou des concerts mémorables. Tout cela fait partie des plaisirs que l'argent peut offrir. En outre, la tranquillité d'esprit qui découle de la sécurité financière, l'idée de pouvoir prendre sa retraite sans s'inquiéter du lendemain, est un autre facteur de bonheur tangible. Ainsi, la question de savoir si l'argent peut ou non procurer le bonheur est une source de débat interminable, souvent sans réponse claire. Ce qui est indéniable, c'est que l'argent est essentiel pour faire fonctionner nos sociétés. Excepté quelques rares individus qui choisissent de vivre en dehors des systèmes monétaires, la majorité d'entre nous dépend de l'argent pour vivre. Toutefois, la manière dont chacun gère ses finances et la valeur qu'il accorde à l'argent varient énormément. Certaines personnes vivent heureuses avec très peu, adoptant un mode de vie frugal, alors que d'autres semblent insatiables, multipliant les dépenses sans jamais être satisfaites. Il y a des individus qui se contentent d'un revenu modeste, tout en cultivant une vie simple et épanouie, tandis que d'autres, malgré des millions sur leur compte bancaire, cherchent toujours à en accumuler plus. Cela amène à se demander si la quantité d'argent que nous possédons est vraiment déconnectée de notre perception du bonheur. Cette réflexion trouve des réponses intéressantes dans les écrits de philosophes comme Épicure et Schopenhauer. Selon certaines études, et ces penseurs, l'argent peut effectivement contribuer à notre bonheur, mais seulement à condition de savoir l'utiliser correctement. Épicure, par exemple, distinguait entre les désirs naturels et les désirs vains. Il insistait sur le fait que les désirs naturels nécessaires, manger lorsqu'on a faim, boire lorsqu'on a soif, ou se reposer après une journée de travail, sont essentiels, non seulement parce qu'ils répondent à des besoins primaires, mais aussi parce qu'ils sont limités et donc facilement satisfaits. En revanche, les désirs naturels non nécessaires, comme l'envie d'un repas coûteux ou de faire partie d'un large cercle social, ne sont pas indispensables à notre survie. Quant aux désirs vains, qui englobent des choses comme l'acquisition d'une montre Rolex à plusieurs millions de dollars, Épicure les considérait comme des caprices créés par des normes sociales et culturelles. La clé du bonheur, selon lui, réside donc dans la simplicité. Ce sont souvent les désirs matériels non naturels qui alimentent une insatisfaction permanente. Après avoir obtenu ce que l'on désirait, nous sommes rapidement déçus. Contrairement aux besoins primaires, qui ont une limite naturelle, une fois repus, nous n'avons plus faim, les désirs superficiels, eux, n'ont pas de fin. Ils se renouvellent sans cesse, et l'achat d'un bien luxueux ne fait qu'attiser cette soif insatiable. Ainsi, après l'euphorie initiale d'avoir obtenu un objet de luxe, la lassitude s'installe et nous nous retrouvons à désirer autre chose, parfois plus grand, plus cher. Ce cycle sans fin est renforcé par la société de consommation, où l'idée que plus d'argent mène à plus de bonheur est perpétuée par des stratégies de marketing et des pressions sociales. Pourtant,
les exemples abondent de personnes qui, malgré leur richesse matérielle, ne trouvent pas cette paix intérieure qu'elles recherchent. En fin de compte, il semble que la véritable sagesse réside dans la manière dont nous utilisons notre argent. Comme l'ont observé des philosophes anciens, le bonheur se trouve dans l'équilibre, dans le fait de savoir discerner nos véritables besoins de nos désirs futiles. L'argent, bien qu'essentiel dans notre société, n'est pas le déterminant ultime du bonheur. Ce qui importe réellement, c'est la manière dont nous l'utilisons. Lorsque quelqu'un se met à poursuivre des biens de luxe ou à accumuler des richesses sans fin, il se place dans une situation difficile, pleine de préoccupations. La peur de perdre ce qu'il a acquis, la frustration de ne pas obtenir ce qu'il désire, et l'épuisement dû au travail acharné pour satisfaire ses besoins créent une spirale d'angoisse. De plus, l'accumulation excessive de richesses fait de cette personne une cible potentielle aux yeux des autres. Épicure, en revanche, soutient que le bonheur ne provient pas de la satisfaction de désirs vains, mais de celle des désirs naturels. Il défend l'idée que la joie authentique vient de la simplicité des besoins de la vie, et non des objets de prestige. Les plaisirs naturels sont, en effet, moins coûteux et plus accessibles. Si nous comparons avec 17 millions de dollars, combien de repas et de boissons rafraîchissantes pourrions-nous acheter? Beaucoup plus que ce qu'une seule personne ne pourrait consommer en plusieurs vies. Épicure a énoncé une vérité simple mais puissante. La richesse naturelle a des limites et est facile à atteindre. La richesse fondée sur des désirs vains est toujours hors de portée. Bien que l'exemple d'une montre Rolex à 17 millions de dollars semble excessif, la leçon reste inchangée. Le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la modération des désirs. En simplifiant nos besoins, en les rendant plus faciles à satisfaire, nous pouvons atteindre une forme de bonheur durable. En revanche, courir après des désirs artificiels et illimités n'est pas une stratégie efficace pour trouver le bonheur. L'effort nécessaire pour obtenir ces biens n'est souvent pas à la hauteur du plaisir qu'ils procurent. Une étude de l'Université de Harvard renforce cette idée. Accumuler de petites joies au fil du temps procure plus de bonheur que de viser quelques rares grandes expériences. L'un des plus grands facteurs de stress dans la vie moderne est la nécessité de gagner de l'argent pour survivre. Et pour la plupart d'entre nous, cela signifie travailler. Si une personne a suffisamment d'argent, elle pourrait échapper à cette obligation de travailler pour vivre, éliminant ainsi une pression constante. Vivre selon les principes d'Épicure ne nous dispense pas de la nécessité de travailler, d'échanger notre temps et notre énergie contre un salaire. Cela ne pose pas problème en soi. De nombreuses personnes trouvent satisfaction dans leur travail, qui leur permet de répondre à leurs besoins, de profiter de certains plaisirs matériels et de consacrer du temps à des loisirs. Toutefois, pour d'autres, sacrifier une grande partie de leur temps et de leur énergie juste pour gagner de l'argent est source de malheur. Ces individus préféreraient consacrer leur temps à d'autres activités, comme l'étude de la philosophie ou la création artistique. Pour eux, l'argent n'est pas seulement un moyen de déplaisir, mais aussi un moyen d'acheter du temps. Comme Épicure, le philosophe Arthur Schopenhauer distingue différentes formes de plaisir. Il qualifie les plaisirs inférieurs de mouvements de la volonté, qui sont toujours accompagnés de souffrance. Par exemple, des activités comme le jeu, les courses de chevaux ou les voyages, qui stimulent principalement les sens, s'accompagnent souvent de tensions et de frustration. En revanche, Schopenhauer valorise les plaisirs supérieurs de l'intellect. Réfléchir, observer, méditer, apprécier la poésie ou la musique, étudier, lire, créer ou philosopher. Ces formes de bonheur ne nécessitent pas de grandes ressources matérielles ou une énergie physique excessive. Elles sont essentiellement liées à la richesse intérieure et au développement personnel. La seule chose vraiment nécessaire pour goûter à ces plaisirs intellectuels, c'est le temps. Schopenhauer disait « L'homme riche intérieurement ne désire rien du monde extérieur, sauf ce don invisible qu'est le temps libre, non interrompu, afin de développer et de faire fructifier ses capacités intellectuelles. En d'autres termes,
il souhaite la permission d'être lui-même, chaque jour, à chaque instant. Ainsi, dans cette perspective, l'argent a bien un rôle à jouer, mais plutôt comme un facilitateur d'un mode de vie plus simple et plus réfléchi, permettant à chacun de se libérer du travail obligatoire et de se consacrer à la culture de soi. Pour ces philosophes, c'est dans la modération et la connaissance de soi que réside le vrai bonheur. Ni l'accumulation de richesses, ni la satisfaction de désirs futiles ne peuvent réellement combler l'homme. C'est la qualité du temps passé à cultiver sa sagesse et à enrichir son esprit qui constitue la clé du bonheur. Ce principe ne s'applique pas uniquement aux amateurs de l'intellect, mais à toute personne qui accorde plus de valeur à la tranquillité qu'aux biens matériels. Utiliser l'argent pour acheter du temps est un investissement précieux. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique a démontré que ceux qui utilisent leur argent pour se libérer du temps, par exemple en engageant quelqu'un pour faire le ménage ou cuisiner, rapportent un plus grand niveau de satisfaction dans leur vie. Cette logique s'étend même à des niveaux de richesse élevés où l'on peut déléguer une grande partie de ses responsabilités financières ou professionnelles, permettant de vivre des revenus d'investissement passif. Cette idée contemporaine porte le nom de liberté financière. Mais cette liberté ne signifie pas nécessairement une richesse immense. C'est plutôt d'avoir les ressources financières suffisantes pour mener la vie que l'on souhaite. Si, comme Épicure, on aspire à consacrer du temps à des plaisirs simples ou à des activités intellectuelles, alors l'argent devient le moyen de concrétiser ce mode de vie. Pour beaucoup, l'épargne est une étape cruciale pour accumuler les ressources nécessaires à la retraite et à la liberté financière. Plus nous limitons nos dépenses, moins nous avons besoin d'argent pour atteindre cette liberté, rendant ainsi ce rêve plus accessible. Schopenhauer, lui aussi, suggère une approche prudente envers la richesse. Selon lui, il faut voir la richesse comme une protection contre les malheurs futurs, et non comme une permission de se livrer sans fin aux plaisirs mondains. Il a déclaré, si une personne possède une fortune indépendante, elle doit la considérer comme une forteresse contre les multiples maux et adversités qui pourraient survenir. Il ne faut pas la percevoir comme une excuse pour chercher toutes les joies que le monde peut offrir, ou comme une obligation de dépenser à tout prix. Peu importe la situation financière dans laquelle vous vous trouvez, si vous avez la chance de disposer d'une somme d'argent librement utilisable, la question se pose. Comment l'utiliser au mieux? Doit-on acheter des biens matériels ou chercher des moyens plus gratifiants de dépenser cet argent? Il est clair que cette décision est profondément personnelle. Toutefois, la recherche montre que l'argent dépensé pour des expériences, plutôt que pour des objets, procure un bonheur plus durable. Le professeur néerlandais Ap Dijksterhuis, dans ses travaux sur le bonheur, a conclu que l'argent rend les gens plus heureux lorsqu'ils l'investissent dans des expériences comme le voyage. Le psychologue Dr. Thomas Gilovich, après une étude de 20 ans, a démontré que les expériences enrichissent la vie plus que la simple possession de biens. Dans un article publié par Forbes, Gilovich explique 3 raisons pour lesquelles l'acquisition de biens matériels mène à moins de bonheur que les expériences. Premièrement, les gens s'habituent rapidement à leurs nouveaux objets. Acheter une voiture flambant neuve peut être exaltant au début, mais cette excitation s'estompe rapidement, et la voiture devient juste une partie ordinaire de notre quotidien. Deuxièmement, nos attentes augmentent sans cesse. Une fois habitués à une certaine norme, nous voulons plus, mieux, plus cher. La satisfaction que nous tirons de nos possessions est éphémère. Ce que nous avons ardemment désiré finit par perdre de sa capacité à nous combler une fois que nous l'avons acquis. Épicure résumait cette idée avec sagesse en disant « Ne gâchez pas ce que vous avez en désirant ce que vous n'avez pas. Souvenez-vous que ce que vous avez aujourd'hui faisait partie de ce que vous désiriez autrefois. » Troisièmement, Gilovich souligne que les biens matériels encouragent souvent des comparaisons sociales. Lorsque nous possédons des objets coûteux,
nous avons tendance à les mesurer par rapport à ce que possèdent les autres. Ce jeu de comparaison finit par éroder notre bonheur, car il y aura toujours quelqu'un avec plus ou mieux, ce qui peut engendrer de la frustration. En revanche, les expériences sont personnelles et uniques, difficiles à comparer. Un voyage, un concert, une fête entre amis sont des souvenirs qui restent gravés en nous et enrichissent notre existence d'une manière bien plus durable que n'importe quel objet matériel. Ce type d'investissement dans des expériences forge notre identité, renforce nos relations sociales et crée des moments de joie authentiques, tandis que les biens matériels, aussi luxueux soient-ils, finissent souvent par nous laisser insatisfaits à long terme. D'une certaine manière, la recherche contemporaine rejoint les enseignements des philosophes antiques. Utiliser l'argent pour gagner du temps et pour créer des expériences enrichissantes, plutôt que d'accumuler des biens, est une stratégie bien plus efficace pour atteindre le bonheur. Qu'il s'agisse de consacrer du temps à la réflexion, à l'art, ou simplement de savourer les plaisirs simples de la vie, l'argent peut devenir un outil puissant pour mener une vie équilibrée et épanouie, à condition qu'il soit utilisé à bon escient. L'être humain a une tendance naturelle à comparer ce qu'il possède à ce que possèdent les autres. La satisfaction que procure une nouvelle voiture, par exemple, peut rapidement s'éroder si un ami en achète une encore plus luxueuse, ce qui peut déclencher une envie irrésistible de surenchérir. Le paradoxe de la possession matérielle repose sur l'illusion que la permanence des objets physiques nous procurera un plaisir durable, alors qu'en réalité, ce n'est souvent pas le cas. Pourquoi alors les expériences sont-elles un meilleur investissement en matière de bonheur que la possession d'objets matériels? Après tout, des choses comme une télévision, une voiture ou une maison peuvent durer des années, tandis que les expériences comme un voyage ou un concert ne sont que des moments éphémères. Pourtant, les recherches montrent que les expériences apportent un bonheur plus durable. En réalité, les expériences ne se limitent pas à de simples instants. Elles deviennent des souvenirs vivants, des histoires que nous racontons et renforcent notre sentiment de connexion avec la vie. Les objets matériels, aussi impressionnants soient-ils, ne peuvent offrir ce même niveau d'enracinement personnel. Le plaisir que nous tirons des expériences se manifeste non seulement au moment où nous les vivons, mais aussi dans l'anticipation, la planification, l'excitation de l'expérience elle-même et les souvenirs qui s'en suivent. Contrairement aux possessions matérielles, les expériences façonnent notre identité. Elles deviennent une partie intégrante de nous et personne ne peut nous les ôter. De plus, il est presque impossible de comparer des expériences de la même manière que nous comparons des objets. Chaque expérience est profondément personnelle et unique, ce qui rend leur évaluation subjective. Les voyages ou les événements vécus par d'autres ne diminuent en rien la valeur des nôtres, car ils appartiennent à un registre émotionnel et individuel distinct. Cette singularité rend les expériences précieuses, là où les biens matériels peuvent perdre de leur éclat par comparaison. Outre l'achat de temps et d'expérience, il existe une autre façon d'utiliser l'argent pour atteindre le bonheur: dépenser pour rendre les autres heureux. Le don est une composante centrale de nombreuses traditions religieuses. Par exemple, dans le christianisme, la charité est l'une des 7 vertus cardinales, et il n'est pas surprenant que tant d'organisations caritatives soient issues de cette tradition. Dans l'islam, la zakat, qui signifie l'aumône, est l'un des 5 piliers fondamentaux de la foi, un devoir pour chaque croyant musulman. De même, dans le bouddhisme Theravada, la générosité, dana, est l'une des 10 perfections, des qualités que les êtres doivent cultiver sur la voie de l'éveil. Cependant, au-delà des motivations religieuses ou morales, donner a un impact direct sur notre bien-être émotionnel. La chercheuse Elizabeth Dunn, de l'Université de la Colombie-Britannique, a montré que contribuer à des œuvres caritatives peut effectivement accroître notre bonheur. Mais il y a un point crucial à noter. Lors d'une interview avec la radio de l'Université de Boston, Dunn a précisé que ce n'est pas seulement le fait de donner qui compte, mais la manière dont nous exprimons notre générosité
qui détermine l'intensité du bonheur ressenti. Elle a identifié 3 facteurs clés qui transforment les bonnes actions en émotions positives. Le premier est la connexion. Nous ressentons plus de joie en aidant les autres lorsque nous nous sentons véritablement liés à la personne ou à l'organisation que nous soutenons. Le deuxième facteur est l'impact. Lorsque nous voyons concrètement les effets de nos actions, cela renforce les bienfaits émotionnels de notre générosité. Enfin, il y a le choix. La satisfaction de donner est réduite lorsque nous avons l'impression d'y être contraints. Ainsi, donner peut générer du bonheur si nous le faisons en toute liberté, pour des causes qui nous tiennent à cœur, et si nous pouvons percevoir l'impact de nos gestes. Mara van der Meulen, chercheuse à l'université de Leyde, a également souligné que le fait de donner procure des effets bénéfiques à la fois à court et à long terme. Ce sentiment de bien-être est directement lié à notre capacité à créer du lien social et à améliorer la vie des autres. Ce qui, en retour, renforce notre propre sentiment d'accomplissement et de bonheur. L'usage intelligent de l'argent, qu'il s'agisse de s'offrir du temps libre, de créer des expériences uniques ou de partager avec les autres, s'avère donc être une voie plus sûre vers le bonheur que l'accumulation d'objets matériels. Cela résonne avec l'idée qu'un bonheur durable repose davantage sur les relations humaines, les souvenirs et la générosité, plutôt que sur la satisfaction éphémère que procurent les possessions physiques. Que ce soit à travers les enseignements des philosophes ou les découvertes scientifiques modernes, il devient de plus en plus évident que la richesse véritable ne se mesure pas en termes d'objets accumulés, mais en termes d'expériences vécues et de bien-être partagé. Elle expliquait, à court terme, cela nous procure une sensation de bien-être, que la science appelle la chaleur du don. À long terme, cela renforce les relations avec les bénéficiaires. Avoir des liens forts avec quelqu'un crée une dynamique de soutien mutuel, ce qui signifie qu'ils seront plus enclins à vous aider en cas de besoin dans le futur. Elle ajoutait que, selon les études, les personnes généreuses sont généralement plus appréciées des autres, et celles qui entretiennent de nombreuses amitiés tendent à être plus heureuses que celles qui se sentent isolées. Cependant, l'effet du don sur le bonheur varie d'une personne à l'autre. Certains ne ressentent pas nécessairement de joie en donnant, car divers facteurs comme la personnalité, les expériences vécues durant l'enfance et les traditions familiales influencent cette perception. Pour ces personnes, l'acte de donner peut ne pas générer le même épanouissement, mettant en lumière l'importance du contexte individuel. En conclusion, l'argent peut effectivement contribuer au bonheur, mais seulement si nous l'utilisons judicieusement. Investir dans des plaisirs simples, acheter du temps pour nous-mêmes, vivre des expériences mémorables et utiliser nos ressources pour aider les autres constituent les meilleurs moyens de dépenser intelligemment. Ces actions enrichissent non seulement nos vies, mais aussi celles des autres, renforçant ainsi notre propre bien-être à long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt!